Je suis Myriam Fournier-Cassimi. Bienvenue chez l'Accélérateur M pour le premier événement qui constitue aujourd'hui toute une série d'événements qui se passent partout en région sous le patronage du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, sous le partenariat de BNP Paribas. Ces événements visent à faire connaître le programme des jeunes entrepreneurs qui participent et qui représentent la France au G20. Donc, avant le sommet des chefs d'État, nous, jeunes entrepreneurs de chacune des 20 puissances, on se réunit pour faire du business, pour se connaître et pour faire la fête aussi, bien sûr, mais surtout pour écrire ensemble des recommandations communes sur des problématiques globales que l'on remet ensuite aux chefs d'État. Et donc, l'idée, c'est que ce programme qui existe et qui est porté en France par Citizen Entrepreneur souhaite aller davantage dans les territoires. Et aller dans les territoires, c'est aussi du coup prendre le temps de faire connaître des alumni du G20, mais aussi sur des thématiques économiques, culturelles et autres, pour pouvoir faire un appel à candidature à cette délégation et que ce ne soit pas juste des Parisiens. Donc ces événements existent à Lille, à Lyon, à Bordeaux, à Paris, il y en a 2, j'en oublie un. Je savais qu'il fallait que tu mettes quand je lancerai le truc, à La Réunion. Et ça, c'est le premier à Marseille. Et donc, l'idée, c'est que des alumni de ce sommet des jeunes entrepreneurs du G20, dont je fais partie, et Mehdi aussi, on vient aussi vous expliquer du coup pourquoi c'est intéressant de participer, ce qu'on y a retenu. Mais surtout, moi, je suis ambassadeur ou ambassadrice pour Citizen Entrepreneur à Marseille. Et l'idée, c'est de fédérer l'ensemble du monde de l'entrepreneuriat, donc les accélérateurs, les écoles, les incubateurs, et puis de faire connaître ce programme qui est encore une fois très parisien. Alors, la prochaine délégation française sera invitée par la présidence au Brésil, et c'est donc du 10 au 14 juin 2024. Les candidatures sont en cours, et l'idée, c'est de pouvoir justement sélectionner des jeunes entrepreneurs, donc c'est jusqu'à 45 ans, jeunes, ça va. Et n'hésitez surtout pas aussi, si vous voulez le faire connaître à des entrepreneurs dont vous pensez que ça pourrait être un bénéfice pour eux. Soit ils ont intérêt à faire du business au Brésil, soit ils ont intérêt à connaître d'autres entrepreneurs de ces 20 puissances. On y réseaute beaucoup. On a des trade missions particulières organisées par les partenaires, donc BNP, qui nous explique en une journée l'étude de marché du pays, là où il y a des moins bonnes relations, ou en tout cas résolution et disposition avec le marché français, tout ce qui est convention fiscale, parce qu'on a aussi KPMG. Et l'idée, c'est qu'après, ça crée vraiment quand même des liens très particuliers. Pendant 4 jours, on est ensemble dans un pays où on arrive encore une fois et à faire la fête et à rencontrer les gens. Donc ensuite, on a près de 400 à 800 entrepreneurs dans des groupes WhatsApp, dans des réseaux internationaux, et ça nous permet vraiment de faire connaître nos entreprises et de voir rapidement ce qui s'y passe. Donc moi, j'ai fait l'Arabie Saoudite pendant le Covid. J'ai ensuite fait l'Italie. J'ai fait l'Inde l'année dernière avec Mehdi. Je n'ai pas fait Hambourg. Et ma force ou ma conviction aussi, grâce à la France, c'était aussi d'inviter des délégations maghrébines. Donc on a invité le Maroc, on a invité la Tunisie et l'Algérie, qui ne sont pas au G20, mais la France leur donne l'opportunité de venir participer à cet événement. Et ça a si bien marché que d'autres pays du G20, South Africa notamment, ont fait la même chose et ont invité aussi d'autres pays pour que le réseau s'agrandisse. Voilà un peu ce que je voulais vous dire en introduction. Donc nous, on remet nos recommandations maintenant très officiellement et très solennellement à Bruno Le Maire et à ses équipes. Et on participe à pas mal d'événements entrepreneurs, donc nationaux mais aussi internationaux. Alors moi, je suis dans l'énergie depuis 10 ans. Ma boîte, c'est Sungy. Je suis présente en France et en Algérie. On est une équipe d'ingénieurs. Et cette équipe d'ingénieurs, on fait 3 choses dans le process de la solarisation et de la réduction de l'énergie. Et avec une vision simple et claire, c'est que je crois à l'autoconsommation grâce à cette énergie et à la décarbonation, bien sûr, mais aussi d'abord à maîtriser l'énergie. Donc, c'est des thèmes qui sont très à la mode aujourd'hui. Je suis contente que le marché m'ait donné raison. Mais l'idée, c'est qu'on sait que l'électricité va avoir une croissance structurelle et conjoncturelle là, depuis temps croissante importante et que la France, on n'a pas forcément les ressources abondantes, que les ressources fossiles au niveau mondial non plus ne vont pas permettre aujourd'hui de subvenir à tous ces besoins. Et donc l'autoconsommation solaire permet justement d'avoir
en intermittence bien sûr, une partie de la couverture du mix énergétique, parce que moi je crois vraiment qu'on ne fera pas du 100% solaire, mais que ça contribue et surtout ça nous donne une certaine indépendance énergétique et on peut l'installer partout, on met des panneaux au fin fond du monde et on peut avoir son énergie. Donc d'abord on fait de la souveraineté et de la sobriété énergétique par l'analyse, donc je le fais en Algérie et en France depuis 10 ans. Ensuite, on solarise les sites, autant que faire se peut. Et après, on a des solutions digitales qui nous permettent de prédire et de voir justement où est-ce qu'on peut encore aller optimiser et mettre en adéquation les flux de production et les flux de consommation. C'est comme ça que j'ai monté pas mal d'initiatives avec Heineken, avec Société Générale, avec BNP, avec aussi le numéro 1 de l'eau en Algérie, parce qu'on leur fait économiser de l'énergie tout de suite dès qu'on passe. Et en France, on travaille avec les Forges de Montplaisir, on travaille avec la cristallerie Dôme, on travaille avec de la porcelaine, donc à chaque fois des métiers particulièrement énergivores qu'on accompagne du début jusqu'à la fin. Et on va bientôt travailler avec Data et pour aller un peu plus loin, justement, mettre en exergue les consommations réelles et la partie production photovoltaïque. Voilà, alors ce que je voulais vous dire sur le programme, je vous remettrai la présentation. Donc l'idée, c'est que vous avez un réseau qui a été créé, encore une fois, en France, mais ailleurs, sous une alliance. Et puis, il y a plusieurs jours de débat et je vous remettrai la présentation à disposition. Voilà, donc ça, c'est les photos de l'année dernière lorsqu'on a été reçus par l'ambassade de l'Inde. C'est vraiment beaucoup d'événements conviviaux. Les ambassades nous reçoivent aussi très régulièrement. Il y a des kick-offs, il y a des trade missions, puis ça, c'est les remises aux ministres. Et donc là, c'est l'appel, comme je vous le disais, au Brésil, avec 2 liens qui seront disponibles. Une particularité aussi, c'est que du coup, puisqu'on invite des délégations méditerranéennes maintenant, on crée aussi beaucoup de liens, d'où l'idée d'être chez Franck, que je remercie de nous accueillir aujourd'hui. Et on est bien sûr en lien avec tout ce qui est French Tech, French Fab, l'Agence française de développement qui nous soutiennent aussi beaucoup, et les programmes incubateurs énormément, parce qu'on a toujours forcément, en tant que jeune entrepreneur, un pied chez les incubateurs ou chez les accélérateurs. Voilà, moi j'en ai fini pour l'introduction, je ne voulais pas trop être longue. Si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas, le temps que Mehdi, the stage is yours. Allons-y. Oui, vas-y Myriam, c'est fait pour. Il faut toujours qu'il y en ait une qui se lance. Le temps que tu fasses ta petite modif. Ouais. Ok, vas-y. Okay. Sur cet appel à candidature, au niveau de la maturité, bonjour Messina, bienvenue. Oui. La maturité des startups, qu'est-ce que vous souhaitez quels sont les critères vraiment un peu de sélection des startups C'est à la fois des startups et des jeunes entrepreneurs. Donc, il y a des boîtes qui font 25 millions d'euros qui sont hyper bien établies. Par contre, qui ont un lien business avec l'Arabie Saoudite, par exemple, pour aller y faire du lien. Et puis, effectivement, il y a des porteurs de projets qui sont quand même déjà avec un registre du commerce et qui testent un projet ou qui testent un produit dans différents aspects. Donc, les critères sont assez larges malgré tout. Il s'agit plutôt de valeurs. C'est des valeurs de partage, de solidarité, de networking. Parce que voilà, on rentre quand même dans une communauté, une espèce de famille, j'aime bien dire. Et après, on est aussi assez porté sur tout ce qui est entreprise à mission, green business en général, et d'avoir quelque chose qui va correspondre aux valeurs de Citizen. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le programme G20 ? Non. Bonjour Massina, bienvenue. Bonjour, merci. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, très bien. Alors là donc, Mehdi, je vais te laisser te présenter et puis présenter aussi Data ID. Je t'ai donné la... Oui, j'ai la zapette. Ok. Alors moi, Mehdi Chuiten, cofondateur de DataTJ. Je suis un data scientist. Quelqu'un avait parlé tout à l'heure de data scientist chez Bouygues, etc. Et donc moi, j'ai un parcours de data scientist. J'étais au CNRS quelques années, j'ai fait mon doctorat là-bas. Et puis depuis 2016, donc cofondateur de DataTJ, qui est une boîte spécialisée dans l'IA. On va parler un peu plus en détail de l'IA, parce que spécialisé dans l'IA, aujourd'hui, c'est pas mal de choses différentes. Myriam a parlé d'énergie. Ça me fait une petite transition intéressante. L'énergie, on va dire l'électricité notamment, a révolutionné un peu tous les usages, la vie quotidienne de tout le monde, les entreprises, les comportements quotidiens, le fait de faire sa lessive avec une machine, etc. Et l'ancien data scientist, le chief data scientist de Google a dit l'IA, c'est la nouvelle électricité.
L'IA, c'est la nouvelle électricité, ça veut dire que en fait, on ne peut pas prévoir à quel point ça va révolutionner tous les aspects de notre vie quotidienne, tous les business, toutes les entreprises, toutes les associations, tout le fonctionnement des gouvernements, etc. Avant de rentrer dans l'IA en tant que tel, je vais parler un peu de datatégie et de comment l'idée est née. Donc moi, comme je disais tout à l'heure, j'étais data scientist dans une fintech. Et dans cette fintech, on faisait du scoring. Donc, est-ce qu'on prête ou pas de l'argent à des PME? Donc un niveau de scoring. En fonction du niveau de scoring, on décide si on finance ou pas. Si le scoring est trop mauvais, on ne finance pas. Si le scoring est moyen, on finance, mais avec un taux qui est peut-être plus élevé qu'une entreprise moins risquée, etc. Et on s'est rendu compte avec mon cofondateur Eric Chaud que l'IA non seulement prenait des décisions en fonction de ce niveau de scoring, mais en plus rentrait dans la stratégie d'entreprise, parce que finalement, en fonction du risque que je souhaite prendre, je vais avoir un impact sur le fonds d'investissement finalement qui permet de financer ces PME, etc. Et donc la data était au cœur de la stratégie d'entreprise, et on s'est dit bon, on va faire ça, on va faire un outil qui permet de le faire pour toutes les entreprises. D'où le nom de datatégie pour data et stratégie. Alors comme ce n'est pas un PowerPoint classique, je vais peut-être devoir le passer en direct moi-même. Alors, on travaille avec un certain nombre de groupes, donc on n'est pas sectorisé, on travaille à la fois dans les transports, par exemple avec la SNCF et la RATP, on travaille avec des aéroports comme Dubai Airport, Abu Dhabi Airport, on travaille avec des opérateurs télécoms comme Mobile Telecom en Arabie Saoudite, Engie, donc ancien Gaz de France, des opérateurs d'autoroutes comme APRR par exemple, Amarante International qui est un groupe de sécurité qui aide les entreprises à s'implanter dans des pays à risque, Irak, Libye, etc. Des banques, des services publics, enfin voilà, un certain nombre d'opérateurs, Renault en tant qu'industriel, etc. Alors, ça c'est le Lego slide où on parle un peu de nos trophées, etc. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mis à part le fait qu'on est labellisé French Tech, etc. Et ça c'est important pour nous. Et donc tout cet aspect souveraineté dans l'énergie est aussi parlant pour nous, parce qu'il y a une souveraineté de la data qui se traduit derrière par une souveraineté de l'intelligence artificielle. Alors, on a parlé du fait que l'IA allait infuser dans tous les services, dans tous les aspects de la vie quotidienne, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'IA, c'est quelque chose de relativement opaque. Donc tout le monde parle d'IA, mais on ne sait pas exactement comment ça marche, etc. Et on peut difficilement imaginer quelque chose qui va impacter chaque aspect de notre vie quotidienne, tout en n'y comprenant pas grand-chose finalement. Donc un des aspects les plus centraux de l'IA, c'est l'explicabilité de l'IA et la capacité finalement à ce qu'un être humain qui n'est pas data scientist puisse savoir si oui ou non il peut se fier à l'IA et éventuellement questionner une décision de l'IA. Si l'IA me dit qu'il faut faire telle ou telle chose, j'aimerais bien savoir pourquoi l'IA me dit ça. Ma voiture est pilotée par l'IA, je ne demande pas à connaître tous les détails du code source, mais je demande à comprendre s'il m'arrive telle situation, qu'est-ce qu'elle ferait dans tel ou tel cas de figure. Donc, avoir une solution comme la nôtre, alors ça c'est encore un peu, on va dire, balbutiant, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui font de l'IA eux-mêmes, en faisant du code, etc. Mais il faut se mettre un peu dans l'optique de l'industrie automobile avant les chaînes de montage. J'ai des gens qui fabriquent à la main chaque composant, qui montent tout ça. Ça prend beaucoup de temps, c'est moins fiable et ça coûte beaucoup plus cher. Aujourd'hui, il y a effectivement quelqu'un, je crois que c'est Franck tout à l'heure qui avait parlé de briques de l'IA. Aujourd'hui, il y a tellement de briques qui marchent bien. Par exemple, si je veux un module de détection de visage, c'est une technologie qui est maîtrisée. Si je veux reconnaître un véhicule, je veux reconnaître une plaque d'immatriculation, je veux faire une régression linéaire, peu importe. Tout un tas d'algorithmes comme ça qui sont maîtrisés par l'état de l'art. Ça n'a pas de sens d'aller recoder tout de zéro. Donc nous, notre plateforme permet d'industrialiser les process, c'est un peu une chaîne de montage de l'IA, tout en ayant un flux continu de la data. Parce que l'IA, ça vit. Par exemple, si j'ai un modèle de prédiction de consommation d'énergie, il va marcher très bien dans un contexte donné, puis j'ai le confinement qui arrive,
les gens restent plus souvent chez eux, donc les profils de consommation vont évoluer. Donc l'IA, c'est pas quelque chose de statique. En fonction d'un contexte donné, de data données, il faut remettre à jour les modèles. Donc avoir des composants qui soient réutilisables et qui vivent avec la data, ça permet d'avoir des solutions plus efficaces, de les déployer en production plus vite. Et ça, c'est un vrai sujet. 75% des projets d'IA ne voient jamais le jour en prod. Parce que ça met tellement de temps à être développé qu'il y a un jour quelqu'un qui dit « on a trop dépensé d'argent, on arrête, on fait autre chose ». Et donc le dernier point, c'est l'explicabilité des décisions. Et alors du coup, juste, DataDG, c'est depuis combien de temps? Depuis 2016. Alors, une longue histoire puisqu'on a démarré avec une première version qui était dédiée au Smart City, donc que des données de Smart City. Et au fur et à mesure, donc on a levé quelques fonds, on a fait deux levées de fonds qui ont fait qu'on a étoffé le produit et étoffé l'offre commerciale derrière. Aujourd'hui, on est à Paris, donc en fait, on va dire en France. On a des bureaux à Dubaï, en Arabie Saoudite, aux États-Unis et depuis 2 mois en Algérie. Voilà. Et tu n'étais pas trop tôt dans le marché en 2016? Alors dans le marché, la boîte ne s'appelait pas IATJ pour une raison en fait à l'époque on parlait beaucoup de big data. Donc le big data, alors il y a un lien entre les deux, hein, c'est que le big data, c'est ce qui permet l'IA, avoir beaucoup de données, c'est ce qui permet de nourrir l'IA pour faire des prédictions plus ou moins fiables. Et ton premier client en France qui a pris la... Ouais. Alors premier client, c'était la fintech dans laquelle j'étais salarié avant. Ah super. Et donc on s'était mis d'accord pour que je parte en les ayant comme premier client. Ouais. Donc c'était pour du modélisation de risque de crédit? C'est ça, c'est exactement ça. 2 mois après, on a eu Engie sur un micro-projet. Et maintenant, aujourd'hui, Engie, c'est un gros client chez nous. D'accord. Et l'Arabie Saoudite, depuis combien de temps? Arabie Saoudite, depuis fin 2017. Donc, c'est quasiment... c'était très tôt. Ouais, c'était assez tôt. Alors, dans une autre vie, j'étais dans une boîte d'horodateurs, donc de paiement de stationnement. Et en fait, un des clients, c'était un gros client saoudien, auquel on avait suggéré d'optimiser ses parkings, qui gère quelque chose comme 120 000 places de parking. Et donc, on permettait par exemple d'envoyer les agents de verbalisation sur les rues où il y avait le moins de payeurs. C'est pas bien, ouais. Ça c'est pas sympa. Surtout en Arabie Saoudite. Tu as travaillé avec Pay by Phone par exemple? Pay by Phone, non, mais effectivement, je connais Philippe. Non, pas travailler avec eux. On travaille avec les données qui sont récupérées par Pay by Phone chez certains clients. Parce qu'on a aujourd'hui, on a pas mal de clients sur le stationnement. Montpellier, la ville de Montpellier fait partie de nos clients. On travaille avec Dijon aussi, un certain nombre de villes en Ile-de-France, etc. Donc en Arabie Saoudite aussi, tu veux aider à verbaliser plus vite? Ouais. Alors on a aussi un client dans les télécoms, j'en ai parlé tout à l'heure, qui est Mobily. Hop, celui-là. Mobily qui est un opérateur télécom, et si vous voulez, en fait, pour illustrer un peu ce côté composant réutilisable, surveillance du flux, etc., on va prendre un cas qui est celui de Mobily, où en fait ils prédisent le départ de leurs clients chez d'autres opérateurs. Et l'idée, c'est de prédire pour éviter que ça arrive. On fait ça? Allez. Let's go. Alors du coup, je bascule directement dans notre solution. Alors c'est pas forcément ultra sexy, mais il faut se rendre compte que l'alternative, c'est du code. L'alternative, c'est du code. Donc par rapport à avoir une interface noire et du code, c'est quand même un peu plus agréable et un peu plus lisible. Alors, la plateforme est organisée comme ça. On crée des workspaces, donc des environnements de travail pour les data scientists. Typiquement, j'ai des data scientists qui ont travaillé sur des projets et d'autres data scientists sur d'autres projets. Ils vont avoir des environnements de travail différents. Ce qui est bien après, c'est si tu nous expliques vraiment comment tu construis le modèle en prédictif. Je vais le faire. Voilà. Je vais le faire. Donc là, et comment il s'alimente lui-même le modèle. Yes. Alors, donc j'ouvre le projet qui existe déjà, parce que si on crée de A à Z, là, ça va prendre quelques heures. Mais on va essayer de parcourir toutes les étapes sans les refaire. Alors la première étape, c'est de connecter une source de données. Pour pouvoir faire de l'IA, il faut avoir de la data. Donc la première étape, c'est de connecter une source. Je vais avoir un certain nombre d'options. Donc uploader des fichiers, connecter une base de données, connecter une API, etc. Alors le fichier, c'est très simple, c'est un fichier Excel, un CSV, du texte, peu importe. Donc ça, je veux dire, il n'y a rien de sorcier. Pour les connexions en base de données, plutôt que d'avoir des connecteurs où il faut coder une connexion à une base de données, on a mis en place des connecteurs qui sont sur étagère. Donc là, typiquement, j'ai une base Postgres, Oracle, Snowflake. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, c'est des bases de données qui sont dans le marché.
Là, on va dire 90% du marché qui est représenté juste sur cette dizaine de connecteurs. Et là, il y a quand même tout un check des données, le traitement, l'intégrité, confidentialité, C'est ça. pour être sûr qu'elles soient bien de bonne qualité. Exactement. C'est fait en amont ou c'est aussi fait dans ta plateforme? C'est fait dans la plateforme. D'accord. C'est fait dans la plateforme. Non seulement c'est fait dans la plateforme, mais je vais prendre un dataset, donc un jeu de données, que je vais ouvrir. Alors. J'adore quand ça marche pas. Présentation des informations. C'est pour le mettre un peu en... Ouais, on stresse. Mais non, regarde, tu souris depuis tout à l'heure. Tac. Voilà, donc là, j'ai mon jeu de données de clients d'un opérateur télécom. Donc chaque ligne, alors c'est anonymisé, donc on n'a pas les noms des gens, mais chaque ligne est un client, et on a un certain nombre de données, donc typiquement le genre, est-ce que c'est la durée d'ancienneté du client en nombre de mois, est-ce qu'il a le service téléphone, est-ce qu'il a plusieurs lignes, est-ce qu'il a le service internet, est-ce qu'il a souscrit à la sécurité en ligne, et tout un tas de choses, donc un backup en ligne ou pas, etc. Donc chaque colonne représente on va dire une dimension du modèle. Et puis il a le tarif mensuel et le total de charges perdues, etc. Là, c'est notre jeu de données. Les barres bleues, alors ici ça a déjà été traité, mais si j'avais eu de la data qui n'est pas propre, j'aurais eu des barres moins bleues, c'est-à-dire une portion en bleu, une portion en rouge, etc. Alors, des données pas propres, c'est quoi? C'est que c'est pas le bon format de données ou la Alors, donnée est vide, il y a deux niveaux. La donnée est corrompue parce qu'on n'arrive pas à la... Ou elle est incohérente. Alors exactement, il y a deux niveaux de cohérence. Le premier niveau, c'est le type. Par exemple, j'ai un type chiffre, mais j'ai stocké du texte dedans. J'ai un type, par exemple, chaîne de caractères, mais j'ai stocké un double flottant, par exemple. Ou j'ai stocké une image, ou j'ai stocké quelque chose qui ne correspond pas au type. Ça, c'est la première chose. Il y a un deuxième niveau de sémantique, c'est la sémantique, justement. C'est le niveau de cohérence, c'est le niveau sémantique. J'ai une chaîne de caractères, c'est bien une chaîne de caractères, sauf que cette chaîne de caractères ne correspond pas à ce qui doit être, par exemple. Elle est très loin des autres types de données. Par exemple, c'est une chaîne de caractères qui est censée être une adresse mail, mais j'ai pas de arrobase, j'ai pas de dans l'adresse mail. Donc ça veut dire certes, ça respecte le fait que ce soit une chaîne de caractères, mais il y a une incohérence. J'ai une date qui est par exemple au format français, donc jour, mois, année, mais dedans, je peux avoir quelques lignes qui ont été récupérées d'une base aux US, où j'ai le mois avant le jour, par exemple. Donc là, c'est une inconsistance, c'est une incohérence. Donc la plateforme me remonte aussi ce genre d'incohérence. Et sur des vraisemblances par rapport aux autres données? Est-ce qu'il peut y avoir ça aussi? Qu'est-ce que tu entends par vraisemblance? C'est vraiment une donnée qui est très très loin d'une médiane ou d'une moyenne des autres données, par exemple. Alors ça on permet de le faire. Dans un deuxième temps. Ouais, on permet de le faire en aval plutôt. Donc une fois qu'on a récupéré la donnée, qu'elle est consistante, etc. Là, ça rentre plutôt dans l'analyse de données. D'accord. Et donc ça, là, c'est du check qualité pour que ça rentre après dans le... Donc là, typiquement... Voilà, oui, exactement. Les données manquantes, c'est là aussi. Là, je vais prendre quelqu'un a parlé de médiane, etc. Je vais prendre ça. Hop. Là, par exemple, j'ai une visualisation tout de suite sur ce critère de l'ancienneté du client. J'ai la moyenne, la médiane, un certain nombre de choses. Donc, typiquement, je peux avoir ça en tête et me dire que tout ce qui s'écarte trop de cette médiane, éventuellement, je pourrais décider de l'exclure, etc. Donc ça, il n'y a rien de sorcier, c'est des stats descriptives classiques. Elles sont faites à la volée. Si je veux faire de la vise, pour vérifier des hypothèses, etc., je peux aussi créer des graphiques. Là, je fais mes propres graphiques, je choisis ce que je mets en X, ce que je mets en Y, etc. Je vais faire Il faut se rendre compte que ça, c'est pas simplement du Excel. C'est-à-dire que quand on a 100 milliards de lignes, avoir un outil qui permet de faire de la vise en faisant glisser-déposer en X et en Y, c'est un outil qui est poussé en fait pour pouvoir le faire. Peu importe le nombre de jeux de données au début. Ouais. Peu importe la taille du dataset, ça peut être encore une fois des centaines de milliards de lignes. À la fin, on arrive à faire ça. Et en temps réel, c'est-à-dire que ça va pas mouliner pendant des minutes, etc. Contrairement à un tableau, par exemple. Et il va y avoir une pondération quand même pour qu'une donnée soit plus contrôlée ou mieux qualitative qu'une autre? Pas encore assez. Alors, nous, on a construit un outil qui permet au client de construire son IA. C'est-à-dire qu'on ne va pas arbitrer à la place du client ce qui est important ou pas. Je vais prendre deux exemples, comme ça va parler à tout le monde.
supposons que je suis une banque et que je donne des crédits immobiliers aux gens et que je considère que je ne m'autorise pas à avoir plus de 1% de mes clients qui ne remboursent pas leur crédit immobilier. Parce que les taux d'intérêt sont bas et comme je gagne très peu d'argent sur mes crédits, donc je vais être plus restrictif. Là, c'est la banque qui va décider ce qu'elle considère comme étant un seuil d'acceptabilité du risque. Donc nous, on a des outils pour le faire et on ne va pas décider à la place de la banque. Je vais montrer ça tout à l'heure. Pareil, si j'ai un modèle, par exemple, qui prédit ou qui détecte la présence d'un cancer chez un patient. Si, par exemple, dans la population, j'ai 1% de la population qui a le cancer et 99% qui n'a pas le cancer. Donc ça, on va supposer que c'est la réalité du terrain et que j'ai un modèle qui dit tout le temps, cette personne n'a pas le cancer. Elle dit ça tout le temps. Quelle que soit la personne que je lui souviens, elle dit ça tout le temps. Donc ça veut dire que dans 99% des cas, elle aura raison. Puisque dans la population, il n'y a que 1% qui a un cancer. Mais est-ce que c'est acceptable comme modèle? C'est pas acceptable parce que le modèle ne sert à rien, il dit tout le temps qu'il n'y a pas le cancer. Et voilà, donc ce que je veux dire, c'est que ce critère de précision, il dépend du cas d'usage qu'on traite. Donc, d'autres questions sur les traitements des données? Sur la façon dont c'est sourcé on va compliquer les choses. Ok, vas-y. Alors, donc là, j'ai montré un petit peu les premières étapes. Collecter une source de données, on va dire faire un peu de nettoyage. Alors, faire du nettoyage, j'ai parlé tout à l'heure de date, etc. Alors, ça, c'est une jointure. Je vais prendre une autre forme de nettoyage. Tac. Donc là, je peux avoir, par exemple, des opérations mathématiques. Je peux faire voilà, des formules. Bon, c'est des formules classiques, logarithme, sinus, machin. Où je peux traiter de la data pour faire du feature engineering, donc préparer une colonne en fonction d'autres colonnes. Par exemple, j'ai des données financières, mais je veux des ratios financiers. Donc les ratios financiers dépendent évidemment des données brutes, mais ils sont calculés, par exemple, avec des formules à partir des données initiales, etc. Donc ça, c'est possible, évidemment. Il y a des opérations de filtrage. C'est là que tu fais de la proba. Voilà. Entre autres, voilà. Exactement. Parce que tu as l'air de dire c'est facile, c'est classique, nous on n'est pas tout à fait dans le... Du coup, tu traites les données, tu les ranges un peu sur des quartiles quelque part, en faisant des statistiques derrière, et tu vas aller ensuite pinguer dedans ce qui va t'intéresser. C'est ça. Donc ça fait partie des étapes de traitement. Encore une fois, le pré-traitement dont on parle ici, c'est 1 milliard de choses différentes. C'est vraiment pour ça qu'on permet aux gens de coder leurs propres étapes. Donc là, on a des choses qui sont sur étagère, et on permet aussi, par exemple, je vais montrer ça. Je peux aller là-dedans et dire, je vais faire mon propre code en Python. Ça, donc on permet aux gens de coder en Python directement une opération de pré-traitement qu'ils n'auraient pas trouvé nativement dans la plateforme. Donc si elle n'existe pas dans la plateforme, on peut la coder soi-même. On peut la coder entre guillemets comme ça, c'est-à-dire c'est pas le plus beau de voir le code directement. On peut aussi créer ce qu'on appelle des extensions. Donc tu vois, tu vas lui créer des scénarios, tu vas lui demander d'aller jouer des scénarios aussi, indépendamment du jeu de données qu'il a. Exactement. Et on pourrait imaginer qu'il prend aussi de la donnée externe. On peut imaginer. Donc, la connexion aux sources de données, ça peut être des API internes, externes, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc tout en bas, il y a le module extension. Donc, ça, c'est des extensions qui sont construites par les utilisateurs. Donc j'ai parlé tout à l'heure du fait de coder soi-même. Soit on le code soi-même en touchant au code, soit en ayant des extensions qui sont, on va dire, des formulaires à remplir. Ouais, par exemple, je vais prendre un au hasard. Voilà. Et je vais choisir un dataset de sortie et créer une extension comme ça, juste avec des formulaires. Donc les deux sont possibles. On fait tourner un modèle dessus. Alors je vais quand même parler du modèle de prédiction. Hop. Alors les modèles de prédiction, juste pour résumer ça, il y a plusieurs catégories. Par exemple, si je prédis une donnée chiffrée, on appelle ça des régressions. Si je prédis des données catégorielles, on appelle ça de la classification. Si je prédis des données catégorielles sans les connaître a priori, par exemple, dans le cas précis où on a quelqu'un qui soit va changer d'opérateur, soit va pas changer d'opérateur, donc c'est une classification, puisqu'il y a deux cas, c'est une catégorie binaire, mais je connais à l'avance les deux catégories qui existent. Soit il va rester, soit il va partir. Mais par exemple, je vais aller sur Google Actualité.
Juste pour donner un exemple. Tac. Là, par exemple, j'ai... alors, contre le déficit, le gouvernement propose une assurance chômage, la réforme de l'assurance chômage. Et là, on va tous les articles qui ont été regroupés sur cette thématique-là. Donc, Le Monde, le Huffington Post, Mediapart, etc. Ça parle du même sujet, mais cette catégorie-là, assurance chômage, c'est pas une catégorie qui va exister demain. Demain, il y a une autre actualité, après demain, il y a encore une autre, etc. Donc, l'algorithme de Google arrive à regrouper tous ces articles qui parlent de la même chose, sans connaître a priori la catégorie à laquelle ils vont appartenir. Donc ça, c'est d'autres catégories de modèles, etc. Tout ça pour dire qu'en fait, le machine learning, donc l'apprentissage sur de la data, et le deep learning, donc l'apprentissage profond avec des réseaux de neurones sur la data, c'est des centaines d'algorithmes différents. Donc c'est pas les mêmes qui servent pour prédire un chiffre, prédire la valeur de l'immobilier, ça va pas être la même chose que prédire des articles en Google, etc. Donc pour ça, pour pouvoir traiter ces différents cas d'usage, on a créé ce qu'on appelle un lab de ML, un laboratoire de machine learning, où on peut créer ses propres cas d'usage. Donc je vais cliquer là-dedans, hop. Donc là j'ai mes différentes catégories. Donc classification binaire, régression, clustering, survival model. Survival model, c'est suivre l'évolution d'un phénomène. Par exemple, je fais de la maintenance aéronautique. J'ai une fissure sur un moteur, mais qui est une micro-fissure de 1 mm. Et je considère que ce millimètre, il n'est pas dangereux. Voilà. Mais par contre, je dois le surveiller, parce que si un jour ça devient trop important comme fissure, il faudra que j'intervienne. Et donc, je vais avoir un modèle qui va suivre cette fissure dans le temps, et qui va me dire, je prédis que le 15 décembre, on va atteindre un seuil critique, donc il faudra prévoir. Voilà. Et si ce moteur-là ou cette pièce-là met 6 mois à être commandée, ben, j'ai intérêt à la commander 6 mois avant le 15 décembre pour pouvoir l'avoir à temps, etc. Donc je la fais courte, y compris dans ces catégories. À l'intérieur de ces catégories, je peux avoir des sous-catégories, etc. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Ce qui nous manque peut-être, Mehdi, entre les deux, là, on a eu le traitement de données, donc voilà, tu as un jeu de données, tu l'as fait tourner, et là, tu es déjà dans le modèle. Entre les deux, tu lui as dit, qu'est-ce que tu voulais aller regarder, qu'est-ce que tu voulais prédire? Alors, que tu as mis dans des problématiques de départ, ou alors c'était ce que tu as... C'est dans le modèle. Donc, en fait, c'est dans le modèle, c'est dans le modèle qu'on dit ce qu'on veut prédire. Donc là, je ne vais pas le refaire, parce qu'il y a, mais je vais aller quand même dans un modèle qu'on a déjà créé, qui est ici. Alors, un modèle, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vit. Ça veut dire qu'il n'est pas créé une fois pour toutes. C'est comme ChatGPT 1, 2, 3, 4, etc. Et en fait, bon, ChatGPT, ils n'en font pas des centaines de versions, parce que ça coûte très cher d'entraîner sur des quantités de données immense en fait, parce que ChatGPT, un run de ChatGPT, c'est 100 millions de dollars, donc ça coûte trop cher. Quand on a des datas un peu moins massives, on peut se permettre de faire plus de runs, tester, etc. Et donc c'est ce qu'on a fait ici, il y a un certain nombre de runs, et à chaque fois il y a un monitoring de la performance des modèles. Donc là par exemple j'ai 87% de précision sur ce modèle-là, donc je peux être amené à déployer celui-là. Et je vois que, là, par exemple, donc au 8 mars, il est dégradé, il est que à 36%. Donc ça veut dire que j'apprends en fait de la vie de ce modèle-là et je peux arbitrer en fonction de sa vie, etc. Donc là, tu lui as dit, tu vas me chercher de ces catégories, dans ces données, celles qui sont plutôt dans ces catégories-là, pour ensuite prédire un éventuel taux de départ du Exactement. Donc là, c'est l'interface de paramétrisation du modèle où je choisis qu'est-ce que je mets comme... Donc je peux décider d'activer ou désactiver un critère. Par exemple, je peux dire que le genre... Bienvenue. Je peux dire que le genre ne doit pas être un critère. Alors, dans le télécom, ça ne pose pas un problème. Et peut-être que si c'est pour calculer d'autres choses, je peux décider d'activer ou de désactiver certains critères. Et après, bon, je passe sur les détails techniques, mais... il y a des modules de réduction de dimension, des modules de création de métriques spécifiques, parce qu'on a parlé tout à l'heure, par exemple, de détection de cancer, et que juste diviser le nombre de cas positifs sur le nombre total de cas, ça ne marche pas. Donc, je peux avoir la volonté de créer une métrique custom, donc personnalisée. Là, je peux décider de créer une nouvelle métrique, et ici, donc, créer une métrique, dire ce que je veux maximiser ou minimiser, c'est telle métrique, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on permet. Et donc, dans notre cas précis, là, c'est quoi que tu as souhaité maximiser
Comment Alors, tu prédis qu'il va partir? Parce que j'imagine qu'il y a une pondération aussi oui. d'une donnée à l'autre ou d'un jeu de données à l'autre. Alors d'un ça, type de données à l'autre. ça c'est un peu la magie de l'IA, dans le sens où, alors je vais aller dans modèle. Chaque modèle, donc là il y a un certain nombre de familles de modèles qui sont proposées ici. Donc par exemple, Multilayer Perceptron, qui est là, ça c'est un réseau de neurones. Donc évidemment, quand on n'a jamais fait d'IA, on se dit c'est quoi ce truc, mais quand on fait un peu d'IA, si un data scientist regarde cet écran, il va se dire ça me facilite la vie parce que je n'ai pas à coder un réseau de neurones avec mes paramètres, je peux juste avoir ce formulaire dans lequel je remplis en fait un certain nombre de critères et derrière je peux avoir mon réseau de neurones qui me règle mon problème. Donc là je choisis des paramètres. Ensuite, une fois que j'ai choisi mes paramètres, il faut que je fasse des runs. Donc je vais tester mon modèle, ça va produire des résultats plus ou moins bons en fonction d'une métrique que j'ai minimisée ou maximisée. Comme je ne veux pas forcément aller toucher à chaque formulaire dans chaque catégorie de modèle, on a créé un module qui s'appelle la paramétrisation d'hyperparamètres. Donc en gros, les hyperparamètres, c'est j'ai un réseau de neurones, quelle est la profondeur de ce réseau de neurones, combien d'étapes intermédiaires, etc. Il y a tout un tas de critères, bon, je rentre un peu dans les détails techniques, mais pour ne pas avoir à le faire manuellement, j'ai un module qui permet de le faire et ça calcule automatiquement tout ça. Qu'est-ce que tu appelles un réseau de neurones? Un réseau de neurones, alors c'est... Pour faire très simple, je vais essayer de le résumer. C'est deux entrées. Un neurone, c'est quoi? C'est deux entrées, une sortie. Il y a un polynôme par lequel je multiplie la première entrée par un poids, la deuxième entrée par un autre poids, et j'ai la sortie qui est calculée soit directement avec une somme de ce polynôme, soit avec un seuil. Dire si le résultat de ce polynôme c'est supérieur à x, alors j'ai 1, soit j'ai 0. Donc 1, 0, j'ai 1, 0, j'ai 1, 0, etc. Et donc c'est un réseau de neurones, c'est une somme, plusieurs couches de ce genre de choses. Voilà. Et donc, ouais. Un cas concret peut-être? Honnêtement, c'est une description très théorique en fait le réseau de neurones. Et en fait, c'est d'ailleurs pour ça que c'est relativement magique, c'est-à-dire que c'est l'accumulation de plusieurs itérations, plusieurs milliers d'itérations, généralement même plusieurs dizaines de milliers d'itérations, qui fait qu'à la fin ça produit quelque chose. Parce que, en fait, en gros, si je dois le résumer, on va prendre le cas d'un seul neurone, d'accord? Parce que en fait, un réseau de neurones, c'est juste une complexification d'un seul neurone. Un seul neurone, j'ai par exemple un cas positif connu du passé. Par exemple, cette entreprise n'a pas fait faillite et cette entreprise a fait faillite. Donc je veux que mon neurone, je veux qu'il me dise 1 quand elle fait faillite et 0 quand elle ne fait pas faillite, par exemple. Et les données, par exemple, c'est taux d'endettement et chiffre d'affaires. Je fais vraiment très très simple. Donc j'ai deux données d'entrée, une sortie, voilà. Et je mets mes données d'entrée avec un polynôme que j'initialise avec les poids. Donc, sur le premier et la deuxième entrée, j'initialise des poids, et ça me donne un résultat donné. Si mon résultat donné ne correspond pas à ce que j'attendais, parce que j'ai des échantillons du passé, faillite, pas faillite, je vais réajuster les poids jusqu'à ce que ça me donne un résultat positif. Donc un résultat qui est conforme à ce que j'attends. Il faut imaginer ça sur des millions d'entreprises, sur plusieurs couches, donc ce n'est pas un seul neurone, sur plusieurs couches de neurones, etc. C'est ça. Et c'est cette itération en nombre très très important sur des données très très importantes qui fait que ça marche bien. Voilà. Donc ici, tu as une grid qui va optimiser tes hyperparamètres. Exactement, c'est ça. On a un module qui permet de le faire, donc c'est un gain de temps monstrueux parce que toutes les possibilités qui existent sur chaque type de modèle, ça peut être des semaines de tests. Donc voilà, je ne rentre pas dans les détails là-dedans. Non, tu peux nous montrer les résultats. Voilà, je vais aller directement au résultat. Ouais, super. Alors le résultat, donc c'est quoi? C'est des gens pour lesquels on prédit qu'ils vont partir ou ils vont rester. Donc, je vais aller directement sur les dernières colonnes. Donc churn c'est l'attrition, donc c'est le fait qu'ils partent. Et on dit yes, no, etc. Donc lui, par exemple, on prédit que oui, il va partir. Je vais aller là-dedans. Donc cette personne-là, ce client-là va partir avec une probabilité de 59%. Ça, non seulement on a un modèle qui prédit qu'il va partir, mais en plus de ça, il prédit qu'il va partir avec telle probabilité, mais en plus, il nous donne les raisons qui laissent penser à l'IA que ce client-là va partir.
Donc là, la première raison, donc c'est classé par ordre d'importance, la première raison, c'est le fait qu'il soit en contrat month-to-month, donc contrat mensuel. La deuxième raison, c'est qu'il paye 85 € par mois. La troisième raison, c'est qu'il est là que depuis 14 mois. Et ensuite, il n'a pas souscrit au support technique, etc. Donc ça, c'est intéressant parce que ça me permet, en tant qu'opérateur télécom, de comprendre pourquoi mon client va partir. Alors évidemment, je ne vais pas le faire à l'échelle individuelle chaque fois. Je peux extraire des rapports sur des dizaines de milliers de clients, etc. Mais en l'occurrence, juste pour illustrer à quel point c'est puissant, je peux dire, si par exemple, je fais passer ce client-là de 85 € par mois, alors je vais lui faire l'offre de choc, on va dire, à 50 € par mois. Et je vais tester les changements. Et là, donc, j'avais une prédiction qui était yes, et maintenant, avec le changement, ça me prédit qu'il va rester. Et donc, là où tout à l'heure, les monthly charges jouaient plutôt en faveur d'un départ, là, on a les monthly charges qui jouent en faveur de la rétention de ce client-là. Donc là c'est intéressant parce que c'est intéressant non seulement pour un client télécom comme ça, mais c'est aussi intéressant pour, par exemple, je fais de la maintenance prédictive. J'ai parlé tout à l'heure de clients dans les transports, la SNCF, la RATP, etc. Donc dans la maintenance prédictive, c'est important de comprendre qu'est-ce qui fait que cette pièce-là tombe en panne. Est-ce que je l'ai branchée sur un voltage à 300 volts alors que normalement elle devait être à 250 volts? Et donc ça permet non seulement de détecter qu'il va y avoir une panne, mais en plus, éventuellement d'y pallier. En tout cas, de retarder l'horizon de remplacement de cette pièce-là. Alors, on a aussi un module qui est plus complexe que celui-là, où on a des suggestions de ce qu'on appelle les counterfactuals, c'est-à-dire que je ne sais pas à l'avance combien je veux proposer de tarifs pour le faire rester. Je demande à la plateforme de me dire quel serait le tarif que je devrais appliquer si je veux le garder. Et donc ça, c'est, voilà, donc typiquement, je vais dire monthly charge, c'est un critère sur lequel je peux jouer, le type de contrat éventuellement, etc. J'active un certain nombre de leviers possibles. La classe désirée, c'est non, donc je ne veux pas qu'il parte. Et je demande à la plateforme de me dire si elle arrive à trouver des scénarios dans lesquels... voilà, donc là, elle me donne des scénarios où en fait, voilà, avec différents tarifs mensuels, j'arrive à garder. Donc ça me donne soit le tarif mensuel, donc je peux par exemple jouer un peu sur le tarif, mais tout en lui offrant un service en plus, donc peut-être ne pas le baisser de 80 à 50, mais je le baisse de 80 à 70, et tout en lui offrant un service à côté, donc ça me permet de ne pas trop baisser mon chiffre d'affaires, etc. Mais du coup, par exemple, en lui demandant aussi le marketing de s'engager annuellement, alors que là, il était sur un truc... Typiquement, voilà, c'est ce genre de choses qui vont être proposées par la plateforme. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, alors c'est tout ce côté explicabilité, le fait d'expliquer, donc de pouvoir agir, etc. On le fait non seulement sur des données tabulaires, comme on vient de le montrer, mais on le fait, ça je vais vraiment aller très vite dessus, c'est juste pour dire que on ne parle pas que de données tabulaires. Là, je vais prendre, donc ça c'est un cas dans l'agriculture. On a un certain nombre d'insectes qui sont potentiellement des parasites. Alors je veux savoir est-ce que c'est un parasite ou pas. Donc alors là c'est pas binaire. J'ai un certain nombre de classes, donc j'ai scarabée, je sais pas, tout un tas de choses. Et je peux demander à la plateforme quelle est la zone de l'image qui lui fait penser qu'il y a un parasite dans cette image-là. Par exemple, je vais prendre celui-là par exemple. Tac. Et là, je ne sais pas si j'ai cliqué ou pas encore. Voilà. Là, ça me montre quelle est la zone de l'image où il y a le parasite en question. Donc là, on voit bien que c'est vraiment là où... Alors ça, c'est utile non seulement pour comprendre, par exemple, dans une radio, c'est un autre projet qu'on avait fait, dans une radiographie, on est capable de dire quelle est la zone qui nous fait penser que cette personne-là a eu le Covid ou pas. Ça, c'est important. Ça permet de ne pas avoir un radiologue qui perd son temps, il peut se focaliser directement sur la zone en question. Et ça permet aussi d'identifier d'éventuels biais dans la plateforme. Par exemple, si j'ai des photos de chiens dans la ville et j'ai des photos de loups dans la neige, ce qui est plutôt, on va dire, la norme, demain, je peux avoir un algo qui va dire qu'un chien est un loup parce que j'ai pris une photo de ce chien-là dans la neige. Sauf que quand je vais aller sur cet écran-là, la zone qui va être pertinente pour le modèle, ce ne sera pas la tête de l'animal, ça va être... la neige qui est à côté. Donc ça va me permettre d'identifier que, attention, le modèle a mal appris, entre guillemets,
qu'il a confondu l'environnement de l'animal avec l'animal, etc. Donc cette partie explicabilité, ça sert non seulement à convaincre l'humain de suivre la décision de l'IA, mais aussi à identifier d'éventuels biais dans l'IA. Et là, du coup, c'est de la reconnaissance d'image ou ça va passer aussi par des données thermiques pour aller voir qu'il y a un vivant ou... Alors là, c'est de la donnée image qui est labellisée en amont. Donc ça veut dire qu'on a quelques cas. Par exemple, on a des photos de scarabées, voilà, tout un tas d'insectes différents. Et donc une fois qu'on a donné à manger ça au modèle, le modèle arrive à apprendre ce que c'est qu'un scarabée, ce que c'est qu'une coccinelle, etc. Quand je vais lui montrer une nouvelle photo, il va quand même me dire ça, c'est une coccinelle, ça, c'est un scarabée, etc., etc. Et c'est ça la puissance de l'IA. Voilà, donc j'ai fait vraiment une démo, on va dire, la plus explicite possible en rentrant pas trop dans la technique, mais on est obligé quand même de rentrer un peu dedans. Et donc preneur des questions, parce que le sujet est ouvert, même en dehors de la démo, en dehors de... Oui. Parce que l'idée, c'est que je vois, il y a deux choses, et ce qu'on allait vous présenter aujourd'hui, même si on est pris par le temps, comme toujours, hein, Franck, je te remercie encore de nous accueillir. Il y a de l'IA prédictive, donc là, c'est ce qu'il nous a montré, c'est qu'il va prédire des événements qui pourra basé sur de l'historique ou de l'empirique, mais aussi sur des données externes. Donc ça, c'est vrai que par exemple, dans la banque, il y a quelques années, on jouait sur ce qu'on appelait les scénarios Monte-Carlo pour aller prédire les défaillances en risque de crédit ou ce qui pouvait se passer sur les marchés. Et ça nous permettait, le régulateur nous obligeait à mettre des provisions et donc du ratio prudentiel. Et tu le fais pour les tribunaux de commerce aussi, qui, grâce à toutes les données et à un certain nombre de données, DataTG aide à prédire les défaillances d'entreprise. Alors ça passe par le nombre de collaborateurs ou le chiffre d'affaires qui est défaillant. Ça ne suffit pas, mais ça aide. Et la deuxième chose, c'est aussi l'intelligence artificielle générative, où là, il va générer du coup de la donnée plus rapidement et moins cher. Donc un constructeur automobile. Si tu as des modèles, je te laisse gérer pendant que j'explique ça. Alors je vais montrer le cas infogreffe. Le cas infogreffe, donc c'est le scoring des entreprises, etc. Donc c'est pas des vraies données, mais c'est exactement ça qui est en sortie, mais les données sont pas les vraies données. Donc on a une note de 0 à 100, un risque de défaillance, donc une catégorie risque de défaillance élevé, pas élevé, etc. Et ensuite on a une explication de ce score. Donc qu'est-ce qui joue en faveur de l'entreprise et les points rouges qui jouent en défaveur de l'entreprise. Et donc ça permet à un greffier dans un tribunal de commerce ou même un juge dans un tribunal de commerce de voir quel est le risque qui est porté par cette entreprise. Typiquement, je suis juge dans un tribunal de commerce où j'ai un gros employeur qui a 20% des employés de mon bassin d'emploi. Si je prédis qu'il va faire faillite dans un an ou dans les prochains mois, a priori, c'est un sujet qui va m'intéresser pour peut-être agir en amont avec le dirigeant, etc., essayer de sauver des emplois, etc. Donc voilà, donc on a une explication à la fois sur l'entreprise elle-même, sur son contexte, sur par exemple, je sais pas, elle a pour seul client, c'est une entreprise dans l'aéronautique, son seul client c'est Airbus, et il se trouve que Airbus a réduit son carnet de commandes cette année, et donc ça aura un impact dessus. Ou alors, par rapport à la moyenne des entreprises de son secteur, elle se comporte plus ou moins bien, etc. Donc il y a tout un tas d'indicateurs comme ça, qui sont compréhensibles par des humains, c'est-à-dire que certes, c'est l'IA qui les génère, mais le destinataire est un humain qui n'est pas un expert en IA, mais qui est juste quelqu'un qui veut en apprendre plus sur cette entreprise-là. Donc ça, c'est le cas d'Infogreffe. Alors, pour je suis connecté avec le Wi-Fi ici, donc je ne sais pas si ça marche suffisamment bien pour afficher ce que je vais afficher. Si ça marche bien, on se plaindra à Ok. Donc ça, c'est une plateforme qui s'appelle Mon identité numérique, qui est une plateforme d'infogreffe. Tac, je vais de la recharger. En tout cas, voilà, tous les chefs d'entreprise y ont accès, Mon identité numérique. Et donc, vous avez accès à votre propre rapport de votre entreprise. Ouais. Donc, le PDF que j'ai montré pour votre entreprise, vous pouvez y avoir accès. Voilà. Accessoirement, je le dis comme ça, les cabis sont payants sur le site d'Infogreffe. Ils sont gratuits sur Mon IDNUM. Donc, ça vaut le coup de créer son compte. Ben voilà, on n'est pas venu pour rien. On a gagné 2,95 €. Voilà. Et donc, ce que je disais, merci beaucoup, Mehdi, c'est que la deuxième phase, c'est l'intelligence artificielle générative,
Ou là, par exemple, pour un grand constructeur automobile qui mettait beaucoup de temps à traduire ses manuels d'entretien ou d'utilisateur d'une langue à l'autre, il y avait beaucoup d'erreurs, ça prenait beaucoup de temps et ça coûtait 50 000 €. Donc maintenant, ça se fait beaucoup plus rapidement avec moins d'erreurs et ça coûte 5 000 €. Et du coup, voilà, ça c'est aussi d'autres modèles d'intelligence artificielle et d'autres usages. Donc si vous avez des questions, des commentaires. Il faut Oui, parler vas-y fort. Xavier. Hein. Ouais, n'hésite Essayez pas. de parler fort Bienvenue parce que Xavier, Merci, Myriam. qui s'occupe... parce qu'on a fait un petit tour de table tout à l'heure, mais vas-y, je te laisse Je parler. dirige l'entreprise Ecosphère qui est spécialisée dans les programmes de réduction du gaspillage et des déchets professionnels et un organisme de formation. À Marseille. On vient de créer notre première base de données d'ailleurs sur les données dont on dispose de la part de l'ensemble de nos clients. Alors j'ai une question, est-ce que l'IA est capable elle-même d'évaluer ses propres risques et marges d'erreur, périmètre d'application par périmètre d'application? Elle est capable elle-même, D'analyser ou de restituer? théoriquement, tout est possible. Là, je parle de choses qui se font concrètement dans les entreprises, etc. Aujourd'hui, non. C'est-à-dire que c'est les data scientists qui conçoivent leurs modèles, qui mettent des paramètres d'évaluation, des seuils de tolérance, etc. Donc, pour faire une réponse courte et efficace. Alors, on peut imaginer créer un modèle. Humain pour l'instant, pour Voilà. corriger, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut imaginer avoir une IA qui se monitore elle-même et qui, voilà, c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, dans les cas d'usage dans les entreprises, j'ai jamais vu ça. Même si dans les laboratoires, dans les choses qui peuvent se concevoir intellectuellement, c'est possible, mais c'est pas ce qui se fait aujourd'hui. J'ai une question. Oui. Vous avez parlé de data, mais moi j'ai l'impression qu'elle est figée, votre data. Est-ce que la data peut se générer automatiquement? Alors, se générer automatiquement, déjà on peut, oui, générer des échantillons synthétiques. Petite précision, quand on fait une connexion à une base de données comme ça, par exemple, tout à l'heure je montrais, voilà, se connecter à une base de données Postgres par exemple. La base de données Postgres, elle a sa propre vie. Elle n'est pas importée dans l'outil. On se connecte à une source de données. Ensuite, cette source de données, ça peut être une base de données, par exemple, d'un logiciel comptable. Ça peut être une base de données d'un logiciel de verbalisation. Donc, elle a sa propre vie. Ça, c'est une chose. Deuxième aspect, quand bien même cette donnée serait vivante, peut-être que c'est le sens de la question aussi, c'est qu'il faudrait que mon modèle se mette à jour régulièrement en fonction de l'évolution de cette donnée. Et donc là, typiquement, j'ai des opérations. Donc, dans cet exemple précis, j'ai un certain nombre d'opérations que je peux décider de scheduler. Donc là, par exemple, je vais dire une fois par heure ou une fois par mois ou peu importe, je vais mettre une fréquence de rafraîchissement du modèle. Donc je vais établir cette fréquence de rafraîchissement en fonction de mon besoin. Si je prédis, par exemple, l'occupation des places de stationnement, j'ai intérêt à le faire régulièrement, très régulièrement. Si je prédis la valeur d'un bien immobilier, ça n'a aucun intérêt de le mettre à jour toutes les 10 minutes parce que probablement il n'aura pas changé en 10 minutes. Même si je le fais une fois par semaine, ça sera suffisant. Voilà, donc c'est... Non, c'était pas dans ce cas-là. C'est pas dans ce cas-là. Alors c'était quoi la question? Répondez parce que... C'est pas dans ce cas-là parce que là, vous utilisez un système qui s'appelle la facturation. Ça peut être plein de choses comme Oracle, comme vous avez montré. Ouais. Moi, c'était par exemple lié sur Internet. Parce qu'on imagine l'IA, on imagine Internet, qui est la plus grande base de données qu'on puisse trouver. Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas relier, par exemple, de la data grâce à un site Internet? C'est-à-dire que toutes les entrées qui pourraient être faites sur un site Internet sont une création de données, elles se génèrent, par exemple. On l'a vu avec les API aussi, non? Est-ce qu'il y a des modules de scrapping potentiellement sur l'outil? Alors, je vais répondre Peut-être sur des API, peut-être que ça peut répondre aussi sur Ouais. aller chercher de la donnée. Non, c'est intéressant. Alors, quand on dit Internet, c'est tellement... c'est vague. Voilà. Mais je vais essayer de répondre à ça. Par exemple, la liste des clients d'un site de e-commerce, c'est stocké dans une base de données. Donc, se connecter à une base de données, encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est pas quelque chose de figé. Parce que se connecter à une base de données de clients d'un site de e-commerce, si la personne crée son compte tout de suite, je l'ai tout de suite. Donc, c'est vivant. À côté de ça, si c'est du contenu, on va dire, non structuré, par exemple, je veux lire du Wikipédia, des choses comme ça, donc ça va rejoindre le côté scrapping, etc. Nous, on ne fournit pas de module de scrapping nous-mêmes. En revanche,
on a la capacité donc, à interroger, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et donc, ce que tu disais, Myriam, donc ici, on a un module d'API. Donc, je peux connecter une API de scrapping, peu importe, une API géographique, Google Maps, machin. Je peux connecter n'importe quelle API. Donc là, pour le coup, c'est vrai real-time. Et je peux récupérer de la data soit là-dessus, soit par exemple un flux vidéo, soit par exemple avec l'aéroport de Dubaï, on fait de la détection de plaques d'immatriculation sur un flux vidéo en temps réel. Et quand la personne vient récupérer son véhicule, on lui dit, il tape sa plaque d'immatriculation sur une borne. Non, là, c'est pas du PV, c'est un aéroport. Mais c'est simplement, on lui dit à quel étage, parce que c'est un énorme parking. Il reçoit ça sur ses... Voilà, c'est un service client. Exactement, il peut savoir où est garée sa voiture. S'il l'a oublié, voilà, il peut la retrouver très facilement. Ça répond pas encore trop fort. Non, Si. Chacun gravite autour de ce système-là, par exemple de l'IA. Mais c'est certain que votre vision, elle est claire par rapport à certaines fonctionnalités, parce que chacun des spécificités. Moi, ça va être plus dans le business pour comprendre un petit peu la tendance client et comment j'arriverai à capter en quelque sorte la data pour la comprendre et la trier, parce que c'est ça aujourd'hui, c'est de savoir affiner dans un système d'entonnoir pour savoir ce qu'on va faire derrière. Mais c'est le fait de moi, je pensais qu'on trustait un peu plus l'information sur Internet et qu'on pouvait la qualifier un peu plus. C'est ça ce que j'aurais imaginé. Je pense qu'on parle aussi un peu de calibrage. Ça veut dire quoi, scraper? Ouais, Je connais de pas. calibrage. Aller la récupérer, la donner, tu peux en parler. Ouais, c'est ça. C'est des moyens, c'est une zone grise un petit peu. Légalement, on a le droit, on se doute que des modèles comme ChatGPT pourraient avoir accès à tout ce qu'il y a globalement sur Internet. Donc il y a énormément de scrapping pour recevoir des quantités de données gigantesques pour pouvoir entraîner ces modèles. Légalement, on a le droit d'aller scraper la donnée, souvent. Par contre, on n'a pas le droit de vendre de la prestation issue de cette donnée-là. Et pour autant... Oui, d'accord. Mais pour autant, dans le tout serait business... revendable et ça serait une valeur. Non, mais ça, c'est d'accord. Voilà. Mais c'est un moyen d'aller pomper de l'information sur un site. Et ça peut avoir un rapport, par exemple, avec l'IA. Je veux dire, comment ça se matérialise grâce à de la data, en fait. L'IA, ça va être une énorme quantité de données qui va servir d'entraîner le modèle. Et comment on obtient cette donnée-là, ça peut être un des moyens. Sachant que, pour apporter juste mon point là-dessus, la donnée la plus sale, c'est la donnée scrappée. C'est-à-dire que voilà, ce n'est pas le moyen idéal de faire un modèle efficace. Encore une fois, sur du B2B, etc. Alors, je comprends qu'un chat GPT qui veut répondre à toutes les questions de l'univers lise tout et n'importe quoi. Et même eux, maintenant, ils font des partenariats avec des médias pour avoir le droit de lire des articles structurés, etc. Je parlais avec quelqu'un qui gère un forum, mais qui a des millions d'utilisateurs, et il a signé un accord avec Google pour donner accès au poste de son forum à Google et qu'ils puissent s'entraîner leur IA. Si c'est de la donnée non structurée, textuelle, pour faire un modèle de langage, ça se conçoit. Pour faire, on va dire, des prédictions de vente ou dans le business, etc. Alors bien sûr, ça dépend de quel business c'est, mais c'est pas l'idéal d'avoir des données qu'on va récupérer comme ça avec un module de scrapping, sachant que le module de scrapping, il suffit que la source change pour qu'il faille réadapter le module de scrapping, etc. etc. Mais peut-être que si vous me donnez un cas concret, là je pourrais peut-être répondre un peu plus précisément. Je me demandais, Loïc, si ce n'était pas aussi des questions de calibrage, de calibration des données que vous cherchiez. Oui, c'est d'affinage de données. Oui, au final, je sais pas moi, par exemple, un exemple, si on voit par exemple une donnée, je sais pas, en scrapping, je vais rester en logique de terme, puisse être récupérée dans un site et qu'on puisse le faire recroiser avec d'autres informations qui sont dans une base de données. Oui. Par exemple, on pourra savoir précisément que un profil client, parce que je vais utiliser ça dans mon domaine, qu'un profil client serait susceptible parce qu'il va faire beaucoup d'interactions sur plusieurs sites, sur pages, en disant cette personne-là, peut-être qu'elle a plus intérêt qu'une personne à dire qu'elle est sensiblement acheteur d'un produit. Moi, c'est dans ce sens-là que je l'imagine. Vraiment pour générer du lead. Système scrapping, comme après, grâce au système d'IA, pour recroiser ensuite des informations. Oui, donc là, il faut
c'est même au-delà du scrapping, là, puisque c'est des cookies, il faut traquer le comportement de l'utilisateur, il faut savoir que c'est le même utilisateur, etc. Okay. Non, mais nous, sur la collecte de données de ce type, on ne le fait pas. C'est-à-dire que le client qui a déjà une solution qui lui permet de collecter ce type de données et qui veut faire de l'IA avec, on peut faire. Mais sur la collecte de données de ce type-là, c'est pas nous qui allons le faire pour le client. Hein. La collecte et la définition du type de données, parce que par exemple, qu'est-ce que vous avez en tête? Est-ce qu'il possède un bateau ou pas? Est-ce qu'il a déjà un permis bateau ou pas? Moi aujourd'hui, on me propose des solutions de qualifier du leads. Et ça, par contre, c'est bien commercialement, ils arrivent tous en expliquant une formule et en proposant une prestation. Cette prestation derrière, il faut la comprendre. Donc en fait, si c'est pour ne pas comprendre le principe, c'est pour ça que moi je voulais comprendre un petit peu comment vous fonctionnez ça et savoir si cette manière-là on peut la croiser avec de la donnée qui se crée. Là je pourrais comprendre exactement ce que mais c'était ça de mon cas en fait, c'était pour affiner justement des leads quoi. Des leads, exactement. Moi aujourd'hui on me propose des choses. Ouais, si la donnée existe, par exemple à travers des outils qui eux collectent de la data, etc., et qu'il y a une volonté de faire de l'IA derrière, ça c'est possible. Nous, on ne fait pas la collecte de données. Ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Non, mais je disais même que peut-être en termes de maturité, là, on est peut-être même un peu avant. C'est-à-dire, avant d'aller collecter la donnée, c'est quelles données je veux aller chercher, comment je peux aller les chercher pour après voir si je collecte ou pas et comment. C'est ça. Non, effectivement, il y a un certain nombre d'aspects. Après, la philosophie de notre outil, c'est de se dire, les gens vont faire de l'IA, leur propre IA, parce que leur use case n'existe pas forcément sur le marché. Parce que chacun a des problématiques différentes. Les données d'une banque qui fait de la banque de détail, ce n'est pas les mêmes qu'une banque qui fait du leasing, etc. Il y a tout un tas de sujets différents. Et pouvoir concevoir sa propre IA, tout en ayant la capacité à la monitorer, parce que avoir chaque étape de traitement, c'est entre guillemets un petit luxe par rapport à un chat GPT où si je veux retenter ma chance, il faut que je refasse le prompt et que je fasse 15 000 fois un prompt remanié pour essayer d'avoir une réponse à peu près correcte sur ce que j'attends. Et à peu près correcte, sachant que voilà, avec toutes les déviations et tous les écarts qu'on peut avoir sur ChatGPT. Donc nous, c'est un outil B2B qui s'adresse à des gens qui ont déjà une stratégie data. Donc déjà, la data qui est collectée, un flux de la data, un cycle de vie de la data. Il y a un système, en tout cas une stratégie d'archivage de la data. Parce qu'une data qui a 10 ans, peut-être qu'elle a moins de pertinence que celle qui a une semaine, etc. etc. C'est important de l'avoir en tête. De manière assez transparente, aujourd'hui, ceux qui ont une vraie stratégie data, c'est plutôt des grands groupes. C'est pour ça que, quand je parlais tout à l'heure des clients, il y avait plutôt des grands groupes, même si il y a de plus en plus d'entités qui sont, on va dire, des PME qui arrivent à avoir leur propre use case, etc. Nous, par exemple, chez CNJ, on va beaucoup utiliser la donnée des clients ou bien les autres données externes sur la partie consommation, les profils de consommation par secteur, pharma, par secteur automobile, mécanique de précision, luxe. Et on sait qu'on va jouer un peu avec ça et c'est ce qui va les intéresser dans la deuxième étape, c'est justement d'avoir un profil de consommation qui va être plus ou moins standardisé et ensuite pour pouvoir l'optimiser derrière. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires? C'est passionnant, je sais qu'on pourrait y rester des heures. Mehdi, merci beaucoup. Avec plaisir. Encore une fois, merci beaucoup et merci à vous tous. Merci. Alors, encore une fois, c'est le premier événement de ce type à Marseille. Et l'idée, c'est qu'on va en faire 2, voire 3 dans l'année. Alors, on sera ravis de revenir à l'accélérateur M et d'en voir d'autres. Je remercie encore une fois BNP, donc Jean-Mathieu qui est là et qui va vous offrir le verre de l'amitié pour qu'on puisse continuer ces débats. Après, il y a un timing à respecter pour Franck, donc 20h, 20h15. Oui, 20h, 20h15, c'est très bien. Okay. Allez, 20h30, tout le monde est parti. Voilà, c'est ça. Non, mais il faut fixer toujours les règles. Je suis ravie d'avoir une belle délégation. L'idée, c'est que vraiment on soit peu nombreux, donc profitez-en pour poser vos questions à Mehdi, que je remercie en plus parce qu'il a fait le ramadan aujourd'hui, donc c'est 30 minutes que tu aurais dû manger. Pas de problème. Merci beaucoup. Et puis donc, un dernier rappel de ce que l'on fait chez Citizen Entrepreneur, dont je suis ambassadrice grâce à la présidente, à qui je voulais faire un petit clin d'œil aussi en conclusion,
qui s'appelle Areba Rehman, qui est notre présidente de Citizen Entrepreneur. On a eu la chance avec Mehdi d'être dans 2 délégations, puisque quand M. Macron est venu en Algérie, Mehdi était parmi les jeunes entrepreneurs qu'il avait sélectionnés. Et en plus, on a été ensemble donc, dans la délégation des jeunes entrepreneurs au G20 représentant la France en Inde l'année prochaine. Donc je vous invite, si c'est des choses qui vous intéressent, à candidater aussi. Et puis voilà, on est vraiment lié avec tout ce qui est French Tech, incubateur, accélérateur dans cet écosystème. Parce que je pense qu'entre entrepreneurs, on a tous besoin de se nourrir intellectuellement là-dessus. Voilà, donc merci beaucoup pour l'accueil encore une fois. Merci. Merci pour votre attention. Et donc il y a le petit verre de l'amitié derrière. Voilà. Merci à vous. Merci.